Mes parents ont ignoré mes appels urgents depuis l'hôpital parce que ma sœur faisait une crise à cause d'une contravention. Pourquoi fais-tu tout un plat? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Maria a besoin d'argent de toute urgence maintenant. Quand ils ont finalement daigné m'honorer de leur présence, ils ont découvert le véritable coût de leur négligence. Mes parents ont ignoré mes appels urgents depuis l'hôpital parce que ma sœur faisait une crise à cause d'une contravention. Pourquoi fais-tu tout un plat? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Maria a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. Alors, j'ai fait venir mon avocate me voir aux urgences. Et quand ils ont finalement daigné m'honorer de leur présence, ils ont découvert le véritable coût de leur négligence. L'odeur métallique et âcre de l'antiseptique flottait lourdement dans l'air, une senteur austère et stérile qui peinait à masquer l'odeur cuivrée de mon propre sang. Chaque respiration était une victoire fragile. Chaque battement de mon cœur, un rappel douloureux que j'étais techniquement en vie. J'étais allongé sous la lumière crue des néons d'un box des urgences, ma jambe gauche surélevée et lançant comme un battement de tambour agonisant. L'accident s'était produit si rapidement, un enchaînement flou de pneus crissants, de verres brisés, puis le monde qui tournoyait alors que ma voiture roulait dans le fossé. Je me souviens des ambulanciers me dégageant, leur voix calme mais pressante tandis qu'ils stabilisaient mon cou et évaluaient mes blessures. La pluie tombait à verse, se mélangeant à quelque chose de chaud sur mon visage que j'ai réalisé plus tard être mon propre sang. « Vous avez de la chance », avait dit l'un des secouristes en me chargeant dans l'ambulance. Ça aurait pu être bien pire. Chanceux, n'était pas exactement ce que je ressentais avec ce que les médecins suspectaient être une fracture ouverte, une possible hémorragie interne et une constellation de coupures et de contusions traçant de nouveaux territoires de douleur sur mon corps. Mais je comprenais ce qu'il voulait dire. J'étais en vie alors que j'aurais facilement pu ne pas l'être. Cette pensée m'a traversé d'un frisson qui n'avait rien à voir avec la fine blouse d'hôpital où l'air froid et aseptisé. Des médecins et des infirmières étaient venus et repartis, leurs visages aimables mais cliniques, leurs questions précises. Un jeune interne aux yeux fatigués m'avait expliqué la nécessité de faire des scanners et une éventuelle opération en fonction de ce qu'il trouverait. Une infirmière plus âgée aux mains sûres m'avait administré des analgésiques qui émoussaient les douleurs les plus vives, mais laissaient une conscience brumeuse du traumatisme de mon corps. Il m'avait stabilisé, évalué les dégâts et m'avait laissé seul avec mes pensées et le bip faible et persistant des moniteurs à côté de mon lit. Les sons rythmés semblaient ponctuer le silence, marquant le temps dans un lieu où les minutes s'étiraient comme des heures. C'est là que la vraie douleur a commencé. J'ai cherché à tâtons mon téléphone sur la petite table à côté de moi. L'écran était fissuré. Une toile d'araignée rayonnant depuis le centre, reflétant la fracture que je soupçonnais de s'épanouir quelque part dans ma jambe. Mes doigts, tremblants à cause du choc et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer, ont navigué jusqu'au contact de mes parents. Mes parents, mes contacts d'urgence, les personnes qui étaient censées être là. Le premier appel est tombé sur la messagerie vocale. Le second aussi. À la troisième tentative, ma mère a finalement répondu, la voix tendue d'irritation. « Alex, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais l'heure qu'il est? Et ta sœur est en pleine crise. On essaie de gérer ça. » Une vague de froid m'a envahi, plus froide que la mince couverture de l'hôpital. « Maman, ai-je chuchoté, ma voix rauque. Je suis aux urgences. J'ai eu un accident. » Un temps de silence. Puis un soupir teinté d'impatience. « Un accident? Tu vas bien? Tu n'es pas en train de mourir. N'est-ce pas? Parce que Maria vient d'avoir une contravention. Tu te rends compte? Une contravention et elle est complètement bouleversée. Elle a besoin d'argent immédiatement pour payer l'amende où ils vont mettre sa voiture à la fourrière. Elle est pratiquement en larmes. » La voix de mon père, un grondement sourd d'agacement, est venue de l'arrière-plan. « C'est Alex? Dis-lui d'arrêter de faire tout un plat. Maria a besoin de nous tout de suite. » Pourquoi appelle-t-il en paniquant? Paniquer. Ma poitrine s'est resserrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil de fer barbelé autour de mes poumons. J'étais allongé dans une salle d'urgence, meurtri et seul, et il rejetait cela comme un « plat », parce que ma sœur de 30 ans était contrariée par une amende de stationnement.
Ou peut-être une infraction au code de la route. Peu importe. C'était trivial. Maman, papa, j'ai peut-être une jambe cassée. Je passe des scanners, ai-je essayé de nouveau, les mots s'étranglant dans ma gorge. Oh, Alex, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère, sa voix s'adoucissant juste assez pour paraître condescendante. Tu es fort. Tu iras bien. Maria a besoin que nous nous concentrions sur elle en ce moment. Elle est vraiment sensible à ce genre de choses. Pourquoi appelles-tu en panique? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Maria a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. La ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez. Le téléphone a glissé de mes doigts tremblants sur le fin matelas. Le métal froid des barrières du lit d'hôpital semblait aiguisé contre ma peau. Je fixais les carreaux stériles du plafond, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de ma tête, un son qui paraissait assourdissant dans le silence soudain après leurs paroles. Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Maria a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. Ces mots se rejouaient dans mon esprit, une berceuse cruelle et tordue. Il ne s'agissait pas seulement de l'accident. Il ne s'agissait pas seulement de l'appel téléphonique. Il s'agissait de tout. Une vie entière compressée en un moment brutal de lucidité. En grandissant, j'ai toujours été le responsable. Maria était la sensible, celle qui avait besoin d'aide supplémentaire, de patience supplémentaire, de tout en supplément. Si j'avais un A, c'était attendu. Si Maria avait un C, c'était célébré comme si elle avait fait de son mieux. Si je voulais quelque chose, j'économisais pour l'avoir. Si Maria voulait quelque chose, elle faisait une crise de colère ou prenait un air triste. Et d'une manière ou d'une autre, l'argent apparaissait, souvent prélevé sur les économies de mes parents, économies auxquelles je savais avoir indirectement contribué depuis que j'avais commencé à travailler à temps partiel à 16 ans. Quand je suis allée à l'université, j'ai cumulé 2 emplois pour payer mes livres et mes frais de subsistance, en contractant un minimum de prêts, déterminée à ne pas être un fardeau pour mes parents. Maria est allée dans une université d'État plus près de chez eux, et ils ont payé la majeure partie de la note, se plaignant tout le temps du coût, tout en trouvant d'une manière ou d'une autre de l'argent supplémentaire pour sa vie sociale. Je me souviens lui avoir rendu visite sur son campus une fois, conduisant 3 heures après avoir terminé un service épuisant à mon propre travail à temps partiel. Elle voulait que je rencontre ses amis, ce qui semblait être un pas positif. Quand je suis arrivée à son appartement, je l'ai trouvé en train d'organiser une fête improvisée, musique à fond, gobelets rouges partout, et une nouvelle télévision à écran plat qu'elle a fièrement annoncé que nos parents lui avaient acheté comme aide à l'étude. Pendant ce temps, je regardais des cours en vidéo sur un ordinateur portable d'occasion avec un écran fissuré que je ne pouvais pas me permettre de remplacer. Lors de cette visite, j'avais aussi découvert plusieurs avis de factures impayées cachés sous une pile de magazines de mode. Maria avait balayé cela d'un revers de main désinvolte. Maman et papa s'en occuperont, avait-elle dit, insouciante. Et ils l'ont fait. Plus tard cette semaine-là, elle m'a appelé pour me dire avec enthousiasme qu'ils avaient non seulement payé ses factures en retard, mais aussi mis en place des paiements automatiques pour le reste du semestre afin qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Quand elle a obtenu son diplôme, ils m'ont fait pression pour que je l'aide à trouver un emploi, même si je commençais à peine ma propre carrière. Elle t'admire, Alex. Tu es son grand frère. Elle a besoin de tes conseils. Les conseils se sont rapidement transformés en soutien financier. Quelques centaines par-ci pour le loyer, un millier par-là pour une réparation de voiture, le remboursement d'une facture de carte de crédit qu'elle avait oubliée. C'était toujours présenté comme temporaire, juste le temps qu'elle se mette sur pied. Mais les pieds n'ont jamais vraiment atterri. Elle trouvait un travail, le perdait, avait besoin de plus d'aide. Mes parents soupiraient, se tordaient les mains, puis m'appelaient. Alex, Maria a vraiment du mal. Elle parle de revenir à la maison. Pourrais-tu l'aider juste cette fois-ci? Ça signifierait tellement pour nous. Il n'y avait pas que Maria. Mes parents ont développé une habitude coûteuse d'avoir besoin d'aide. Une réparation de toit. Une facture médicale qu'ils ne pouvaient pas payer, le remplacement d'une voiture. J'envoyais l'argent.
C'était comme une forme tordue de dîme. Mon argent durement gagné envoyé à la maison parce que la famille s'entraide. Je le justifiais. C'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé. Maria était ma sœur. Elle traversait juste une phase. Je me suis convaincue que c'était de l'amour. Que c'était la famille. Si je donnais assez, aidais assez, étais assez responsable, ils me regarderaient enfin avec la même fierté sans effort qu'ils avaient pour Maria, même quand elle échouait. Je me souviens du jour de ma remise de diplôme universitaire. J'avais obtenu mon diplôme summa cum laude, avec des honneurs qui avaient nécessité d'innombrables nuits blanches et sacrifié des opportunités sociales. Mes parents sont arrivés en retard à la cérémonie parce que Maria avait appelé pour une crise mineure concernant sa voiture qui ne démarrait pas. Ils ont manqué l'appel de mon nom. Quand je les ai retrouvés après, mon père m'a tapoté l'épaule d'un air distrait en consultant son téléphone, disant « Bon travail, fiston. Je n'en attendais pas moins de toi. » Ma mère était au téléphone avec Maria, la rassurant qu'ils appelleraient une dépanneuse et couvriraient les frais de réparation. Ce soir-là, à ce qui était censé être mon dîner de célébration, la conversation a été dominée par les problèmes de voiture de Maria et ses projets pour l'été. Mon père a même pris un autre appel d'elle au milieu du repas, sortant pendant près de 20 minutes. Quand il est revenu, il a annoncé que Maria avait besoin d'un nouvel alternateur et qu'il devrait l'aider à le faire remplacer le lendemain. Ma mère a immédiatement commencé à réorganiser leur emploi du temps, oubliant complètement que nous avions prévu de visiter la ville le jour suivant, ma seule demande pour le week-end. Quand je le leur ai rappelé, ils ont semblé véritablement surpris. Mais Maria est en panne, avait dit ma mère, me regardant comme si j'étais déraisonnable. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es le plus mature. C'était mon point aveugle. Mon besoin profond et douloureux de leur approbation inconditionnelle, du genre d'affection facile qu'ils déversaient sur Maria, me maintenait attaché à cette dynamique épuisante. Je pensais que mes sacrifices construisaient des ponts, mais ils ne faisaient que renforcer les chaînes. Il y a eu des moments de doute, bien sûr, comme la fois où j'ai rendu visite à la maison et qu'il n'y avait pas une seule photo de moi affichée en évidence. Alors que les photos encadrées de Maria couvraient la cheminée et les murs, même de vieilles photos de sport de lycée auxquelles elle avait à peine participé. Ou les vacances où les conversations tournaient entièrement autour du dernier drame mineur ou succès de Maria. Tandis que mes accomplissements étaient accueillis par un bref hochement de tête et un changement rapide de sujet. J'avais l'impression d'être un employé, une ressource fiable, mais pas un membre chéri de la famille de la même manière que Maria. Mais je refoulais ces sentiments. Ils t'aiment à leur manière, me disais-je. Ils s'inquiètent juste plus pour Maria parce qu'elle est la sensible. Allongée là, aux urgences, la lumière bourdonnante, l'odeur antiseptique, la douleur lancinante dans ma jambe, leur voix résonnant, tu n'es pas en train de mourir. Maria a besoin d'argent de toute urgence. Ce fut la révélation. Il n'y avait pas de leur manière d'aimer. Il n'y avait que ça. C'était l'expression ultime de ma place dans leur monde. Quelque part en dessous de la contravention de Maria, quelque part en dessous de leur désagrément. Le désir ardent de leur amour n'est pas simplement mort. Il a été brutalement assassiné par leur indifférence au moment de mon plus grand besoin. J'avais touché le fond, seul, blessé, et voyant enfin la vérité sans le filtre brumeux de l'espoir. Et à ce moment-là, la douleur dans ma poitrine, celle qui n'était pas liée à l'accident, a cédé la place à autre chose, quelque chose de froid et de dur. La résolution. Je ne serai plus la ressource fiable. Je ne serai plus le plan de secours. Je ne serai plus le distributeur de billets. Il voulait donner la priorité à la crise fugace et fabriquée de Maria plutôt qu'à la mienne, bien réelle. Très bien, il pouvait l'avoir, mais il perdrait tout le reste. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone, ma main plus ferme cette fois. L'écran fissuré s'est allumé, montrant leur appel rejeté. Je l'ai ignoré. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler au-delà de « maman » et « papa ». Je suis allé à « D » pour Emily Dawson, mon avocate. Appeler Maître Dawson depuis la salle d'urgence semblait surréaliste. Ma voix était faible, éraillée par la douleur et l'émotion brute qui venait de me déchirer. Maître Dawson, dis-je, essayant de me contenir. C'est Alex.
Je suis désolée d'appeler si tard, mais je suis aux urgences. Elle était calme, professionnelle. Alex, vous allez bien? Que s'est-il passé? J'ai expliqué brièvement l'accident, puis je suis allée droit au but, les mots sortant, teintés d'amertume. J'ai appelé mes parents pour les prévenir. Ils m'ont dit que je faisais tout un plat, que ma sœur faisait une crise à cause d'une contravention et qu'ils étaient occupés à l'aider. Ils ont dit que je n'étais pas en train de mourir et que je ne devais pas appeler en panique. Et ils ont raccroché. Silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Un silence différent de celui, dédaigneux, de ma mère. Celui-ci semblait lourd, attentif. Je vois, dit doucement maître Dawson. Alex, je suis vraiment désolé que vous traversiez ça, surtout maintenant. J'en ai fini, maître Dawson, dis-je, les mots fermes malgré ma douleur. Absolument fini. Je veux couper les ponts. Tout. L'argent que j'envoie, tout. Et je dois savoir ce que je peux faire légalement pour m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais faire ça, pour me protéger d'eux. De tout ça. J'ai rapidement expliqué l'historique du soutien financier, les demandes constantes, le favoritisme. Maître Dawson a écouté patiemment. D'après ce que vous me dites, Alex, cela ressemble à un schéma clair d'exploitation émotionnelle et financière, dit-elle. Bien que rompre les liens personnels soit un choix, nous pouvons certainement prendre des mesures légales pour formaliser les limites financières et protéger vos actifs à l'avenir. Nous pouvons révoquer toute procuration, changer les bénéficiaires sur les comptes. Nous assurer qu'ils ne sont listés d'aucune manière qui leur donnerait le contrôle ou l'accès si quelque chose vous arrivait. Ce sera compliqué. Ils ne réagiront pas bien. Je me fiche de leur réaction, maintenant, dis-je, et je le pensais. La blessure vive de leur négligence aux urgences avait cautérisé la dernière partie de moi qui se souciait de leur approbation ou de leur image publique. Que dois-je faire? Je peux venir à l'hôpital, dit-elle sans hésitation. Nous pouvons rédiger et faire signer quelques documents initiaux. Protégeons-vous, Alex. En attendant maître Dawson, une infirmière est venue vérifier mes constantes. Elle était gentille, son sourire sincère. Elle a ajusté ma couverture, rempli mon verre d'eau. De simples actes de soins de la part d'une étrangère semblaient plus significatifs à ce moment-là que des années d'amour conditionnel de mes parents. J'ai aussi vu un texto de mon amie Sarah apparaître. Alex, je viens d'apprendre que tu as eu un accident. Je suis si inquiète. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Absolument quoi que ce soit. Je t'envoie des pensées de guérison. Une petite chaleur inattendue s'est répandue dans ma poitrine. Sarah connaissait certains de mes problèmes familiaux, mais j'avais toujours minimisé leur gravité, les protégeant, même de mes amis. Son simple message, entièrement centré sur mon bien-être, contrastait vivement avec l'appel de mes parents. C'était une bouée de sauvetage. Cela me rappelait qu'une véritable connexion existait en dehors de ce cercle toxique. Maître Dawson est arrivé environ 1 heure plus tard. Elle était discrète, vêtue d'un tailleur professionnel, portant une fine mallette. La voir entrer dans le box stérile, c'était comme si des renforts arrivaient, comme si l'aide était enfin là. Elle s'est assise près de mon lit, calme et concentrée. Elle avait apporté des documents initiaux basés sur notre appel. Elle m'a expliqué chacun d'eux avec soin. Révocation d'une procuration générale que j'avais bêtement donnée à ma mère des années auparavant, juste au cas où. Changement de bénéficiaire sur une petite police d'assurance vie. Révision d'une ébauche de testament que j'avais faite. Des étapes simples et logiques pour supprimer leur accès légal et leurs droits. Alors que je signais chaque page, mes mains fermes malgré la douleur dans ma jambe, une autre sorte de douleur a fait surface. Le deuil. Ce n'était pas seulement signer des papiers. C'était signer l'acte de divorce avec ma famille. Le certificat de décès de l'espoir auquel je m'étais accroché pendant 3 décennies. Chaque signature était un coup de marteau sur la façade en ruine de « la famille s'entraide ». Mais sous le deuil, il y avait un sentiment croissant de pouvoir. Je reprenais le contrôle. Je me faisais passer en premier, peut-être pour la toute première fois. Alex, dit maître Dawson, s'interrompant alors que je signais un formulaire.
Vous avez mentionné que vous les souteniez financièrement depuis des années. Avez-vous des archives de cela? Oui, dis-je, ma voix plus forte. J'ai commencé à garder une trace il y a environ 6 mois, après que Maria a eu besoin d'un autre paiement d'urgence pour une dette dont je ne connaissais même pas l'existence. Quelque chose ne semblait tout simplement pas juste. Je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais j'ai commencé à sauvegarder les relevés bancaires, à copier les emails où ils demandaient de l'argent, j'ai même commencé à enregistrer parfois quand ils appelaient pour faire des demandes ou essayer de me culpabiliser. Un instinct de survie, je suppose. C'était le rebondissement discret. La documentation n'était pas un acte soudain de vengeance. C'était une prise de conscience lente et progressive que la dynamique était malsaine, associée à un besoin profond de valider ma propre réalité confuse. Ils n'arrêtaient pas de dire que j'imaginais des choses, que je n'aidais pas tant que ça, qu'ils avaient tant fait pour moi. Une partie de moi a commencé à documenter pour me le prouver à moi-même, pour arrêter la manipulation psychologique au sein de ma propre tête. Les yeux de Maître Dawson ont montré une lueur de surprise, puis d'approbation. C'est excellent, Alex. Cette documentation sera cruciale s'il décide de contester quoi que ce soit ou, plus probablement, d'essayer de nuire à votre réputation. Elle fournit des preuves concrètes de l'étendue de la dépendance financière et de vos efforts. Je lui ai donné les codes d'accès à ma banque en ligne et les dirigé vers le stockage cloud où j'avais sauvegardé les documents. Elle a commencé à compiler rapidement les chiffres sur son ordinateur portable. Le nombre croissant sur l'écran, le montant total de l'argent que j'avais effectivement donné, était stupéfiant. Ce n'était pas seulement quelques milliers par-ci par-là. Au fil des ans, cela s'élevait à une petite fortune, un acompte sur une maison, mon propre solide pécule. Au lieu de cela, il avait soutenu l'irresponsabilité de Maria et le style de vie et les exigences de mes parents. Les chiffres m'ont rendu physiquement malade. Frais de scolarité pour les changements de spécialisation répétés de Maria. Loyer pour des appartements dont elle rompait inévitablement les baux. Paiement de voiture pour des véhicules qu'elle accidentait ou négligeait jusqu'à ce qu'ils nécessitent des réparations coûteuses. Dette de carte de crédit qui apparaissait mystérieusement après des virées shopping ou des vacances avec des amis. Factures médicales, certaines légitimes, d'autres pour des spécialistes que mes parents insistaient pour qu'elle voie pour des plaintes vagues qui ne semblaient jamais se matérialiser en diagnostic réel. Réparation de la maison de mes parents qui devenait toujours urgente lorsque je recevais des primes ou des remboursements d'impôts. Même les prêts dont on ne parlait plus jamais une fois l'argent transféré. L'écran de l'ordinateur portable de Maître Dawson montrait tout cela avec une précision impitoyable. Près de 100 000 $ au cours des 5 dernières années seulement. De l'argent qui aurait pu financer mes propres rêves, ma propre sécurité, mon propre avenir. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal. C'était ce que l'argent représentait. Une relation à sens unique où mes besoins étaient invisibles et mes ressources étaient une propriété commune. Où ma valeur était mesurée par ce que je pouvais fournir, pas par qui j'étais. Alors que Maître Dawson travaillait, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Maria. J'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. J'espère que tu ne simules pas pour attirer l'attention. Lol. Les parents ont dit que c'est juste une entorse. Bref, est-ce que maman t'a dit que j'ai besoin de cet argent pour la contravention? C'est assez urgent. Mon sang s'est glacé, puis a bouilli d'indignation. Pas un mot sur mon état de santé, juste la continuation du même récit égocentrique. Cela a solidifié ma résolution. Ce n'était pas une famille. C'était une transaction commerciale à laquelle il pensait avoir droit. Maître Dawson a terminé avec les documents initiaux. Très bien, Alex. C'est signé et initié. Je m'occuperai de tout à partir de maintenant. J'informerai formellement vos parents des changements. Compte tenu des circonstances, j'anticipe que leur réaction sera significative. Ils sont probablement en route pour ici maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, un nœud d'appréhension se serrant dans mon estomac malgré ma résolution. Probablement, après que l'hôpital les a aussi appelés. Bien, dit-elle, d'un ton calme. Laissez-les venir. Nous sommes préparés. Nous avons attendu. La pièce stérile semblait chargée d'anticipation.
Le silence des machines, les bruits lointains des urgences. C'était la toile de fond d'une bataille sur le point de commencer, non pas avec les points, mais avec la vérité et les conséquences. Ma jambe me lançait, un ancrage physique me ramenant à la réalité de ma situation. Mon cœur battait à tout rompre, non plus de peur, mais de l'adrénaline de la confrontation. J'ai regardé la pile de papiers signés, les preuves que Maître Dawson compilait. Je n'étais plus l'enfant sans défense attendant l'approbation. J'étais un homme avec des limites, debout sur la vérité. La porte de mon box s'est ouverte brusquement, et mes parents sont entrés. Leur entrée était une performance soigneusement orchestrée. Des sourires plaqués sur leurs visages pour le bénéfice de tout membre du personnel de passage. Oh, Alex, chéri. Nous sommes venus dès que nous avons pu nous libérer, précipités, presque théâtrales. La voix de ma mère était un peu trop aiguë. Mon père avait l'air impatient, jetant un coup d'œil à sa montre. Ils se sont approchés du lit, mais leurs yeux se sont d'abord posés sur Maître Dawson. Leurs sourires ont vacillé, remplacés par la suspicion. « Qui est-ce » a demandé mon père, sa voix perdant instantanément sa chaleur performative. « Bonsoir » a dit calmement Maître Dawson, se levant de sa chaise. « Je suis Emily Dawson, l'avocate d'Alex. » Les masques sont tombés complètement. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis a rougi. La mâchoire de mon père s'est crispée. « Une avocate ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alex, que se passe-t-il ? Tu nous poursuis en justice ? Non, maman. Papa, dis-je, ma voix claire et stable, me surprenant moi-même. Je ne vous poursuis pas en justice. Je les ai regardés dans les yeux. Je me protège de vous. Ma mère a poussé un petit cri, se tenant la poitrine de manière dramatique. Te protéger de nous ? Tes propres parents ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, une pointe d'amertume dans la voix. C'est comme ça que vous appelez ça ? Ignorer mes appels depuis les urgences parce que Maria faisait une crise pour une contravention, me dire de ne pas paniquer parce que je n'étais pas en train de mourir. Est-ce là la somme totale de ce que vous pensez être votre obligation ? Leurs yeux se sont détournés, incapables de rencontrer les miens. Nous étions juste inquiets pour Maria. Elle était très bouleversée, a bafouillé ma mère, recourant instantanément à la rationalisation. Et l'hôpital nous a appelés de toute façon. Nous savions que tu allais bien. Bien ? J'ai presque ri. Un son sec, sans humour, qui m'a fait mal aux côtes. Je suis allongée ici avec une possible jambe cassée, sous analgésique, seule, parce que ma famille était trop occupée à pouponner une femme adulte pour une amende de stationnement. Ne me dites pas que j'allais bien. Tu fais une montagne d'une taupinière, Alex, a dit mon père, sa voix se durcissant. Tu es excessivement dramatique. Nous venions dès que nous le pouvions. Maria avait besoin de nous. Sa phrase fétiche, justifiant les besoins de Maria au-dessus de tout le reste. Elle avait besoin d'argent, l'ai-je corrigé. La vérité mise à nu. Elle avait besoin d'argent pour une amende. C'était plus important que votre fils soit aux urgences. Tout comme l'argent a toujours été plus important. Mon argent. Maître Dawson s'est avancé, tenant une pile de papier. Monsieur et Madame Miller. Alex m'a engagé pour vous informer de ses décisions concernant ses affaires personnelles et financières. Son ton était calme, clinique, contrastant fortement avec la tempête émotionnelle qui couvait. À compter d'aujourd'hui, Alex cesse toute contribution financière volontaire envers vous et sa sœur. Cela inclut toute allocation, paiement de dette ou aide aux factures. De plus, il a révoqué toute procuration, révisé son testament et mis à jour les bénéficiaires sur ses comptes pour vous en retirer. Elle a tendu les documents à mon père. Il les a pris, son visage un masque d'incrédulité. Ma mère en a arraché un de ses mains, ses yeux parcourant la page, sa bouche s'ouvrant dans un hoquet silencieux alors que la signification s'imposait. L'argent, c'était ce qui les a vraiment frappés. Pas ma douleur, pas leur négligence, mais la perte de leur source de revenus fiable. Tu ne peux pas faire ça, a crié ma mère, sa voix perdant toute prétention de calme. Nous avons besoin de cet argent.
Maria a besoin de cet argent. Nous en sommes venus à en dépendre. Exactement, dis-je doucement. Vous en êtes venu à en dépendre. Vous me voyez comme une source de fonds, pas comme un fils. C'est scandaleux, a rugi mon père, froissant légèrement le papier dans sa main. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, nous t'avons élevé. Tu as une dette envers nous. Son visage était rouge de colère, son masque social complètement disparu, révélant le sentiment de dû qui se cachait en dessous. Qu'est-ce que je vous dois, ai-je demandé, me redressant légèrement, ignorant la secousse de douleur dans ma jambe. Est-ce que je vous dois des années à être le second choix? Est-ce que je vous dois d'avoir constamment tiré Maria d'affaire pendant que vous me félicitiez d'être responsable, pour ensuite me punir en exigeant mes ressources? Est-ce que je vous dois de m'avoir ignoré quand j'étais blessée? Nous ne t'avons jamais ignoré, a insisté ma mère, la manipulation psychologique revenant. Tu imagines des choses. Tu es un enfant cruel et ingrat. C'est Maria qui a des difficultés. Elle a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été le facile. C'était leur récit fondamental. J'étais facile parce que je ne leur causais pas de problème et que je fournissais des solutions. Maria était difficile et sensible parce qu'elle avait constamment besoin d'être sauvée, ce qui justifiait leur attention et mon apport financier. Oh, vous pensez que j'imagine des choses, dis-je, ma voix dangereusement basse. Que vous m'ignoriez, que vous donniez la priorité à Maria. J'ai regardé Maître Dawson. Maître Dawson, pourriez-vous passer l'enregistrement de tout à l'heure? Maître Dawson a hoché la tête, sortant son téléphone. J'avais lancé l'enregistrement sur mon téléphone juste après que ma mère a répondu, poussée par un étrange instinct, une curiosité morbide de voir comment il réagirait. Cet enregistrement s'était automatiquement synchronisé sur mon stockage cloud, et j'avais donné l'accès à Maître Dawson. Elle a appuyé sur Play. La pièce stérile a été remplie du son minuscule de ma propre voix tendue disant « Maman, je suis aux urgences. J'ai eu un accident », suivi du soupir impatient de ma mère, du grognement dédaigneux de mon père, puis de leur voix, froide et claire. « Pourquoi fais-tu tout un plat? Tu n'es pas en train de mourir. N'appelle pas en panique. Maria a besoin d'argent de toute urgence pour payer l'amende. » Le son s'est coupé. Un silence épais et suffocant a rempli l'air. Mes parents ont regardé le téléphone de Maître Dawson, puis moi, leur visage figé par l'horreur. Leur propre voix, leur propre indifférence cruelle leur était rejouée en un audio indéniable. Leurs tentatives de manipulation sont mortes sur leurs lèvres. La rationalisation sonnait creux. Ce n'était pas Alex qui était dramatique. C'était eux, pris la main dans le sac. Quoi, qu'est-ce que c'est, a balbutié ma mère, le visage cendré. Ça, dis-je, les regardant droit dans les yeux, c'est la vérité. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous êtes. Le visage de mon père s'est contorsionné de rage, un masque terrifiant de droits bafoués. Tu nous as enregistrés? Comment oses-tu? C'est illégal. En fait, dans cet état, ça ne l'est pas dans ces circonstances, a calmement interjeté Maître Dawson, brisant son arrogance par un simple fait juridique. Et le contenu parle de lui-même. Ne seriez-vous pas d'accord? Il illustre assez clairement la nature de la relation et la priorité accordée à la véritable urgence médicale de Monsieur Miller par rapport aux problèmes mineurs de sa sœur. Cet enregistrement, couplé aux archives financières détaillées qu'Alex a compilées, elle a montré l'écran de son ordinateur portable, où la somme importante d'argent était visible. Constitue un argument convaincant si vous choisissez de contester la décision d'Alex de cesser le soutien financier. Il démantèle plutôt toute affirmation selon laquelle il serait ingrat, au vu de ses contributions substantielles et de votre négligence documentée. Ils étaient acculés. Leur image était brisée, non seulement pour moi, mais aussi pour une observatrice professionnelle neutre. La perte financière était réelle, les preuves indéniables. La rage luttait avec la panique dans leurs yeux. « Nous allons te poursuivre en justice », a crié ma mère, pointant un doigt tremblant vers moi. « Nous dirons à tout le monde quel fils horrible tu es. Tu le regretteras. Vous êtes libre de poursuivre toute action en justice que vous jugerez appropriée, Madame Miller, a dit Maître Dawson avec aisance.
Cependant, sachez qu'une telle action nécessiterait la divulgation complète de ces faits et de ces dossiers dans un forum public. Et la diffamation est aussi une question juridique. J'ai regardé mes parents. Ces personnes qui étaient censées être mon refuge, ma famille. Ils ressemblaient à des étrangers, laids de cupidité et de contrôle contrarié. Partez, dis-je doucement. Allez-vous-en. Il n'y a plus rien à dire. Ils ont hésité un instant, s'attendant peut-être à ce que je recule, que je m'excuse, que je supplie. Mais je les ai juste regardés, vidés de tout l'ancien espoir et de la douleur, les voyant simplement pour ce qu'ils étaient. Finalement, bouillonnants, vaincus dans cette bataille cruciale, ils ont tourné les talons et sont sortis du box. Les papiers juridiques froissés toujours serrés dans la main de mon père. Le bruit sourd de la porte se fermant a sonné comme la fin une ère toxique et douloureuse. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était lourd, mais il n'était pas vide. Il était rempli du silence des machines de l'hôpital, des pas lointains dans le couloir, et de la faible odeur d'antiseptique, mais pour la première fois, il semblait aussi être mon espace. N'attendant plus leur validation, leur appel, leur approbation, juste le mien. Maître Dawson a rassemblé ses affaires. Ils vont se battre, Alex, dit-elle, sa voix retrouvant son ton calme habituel. Ils essaieront de vous rendre la vie difficile. Attendez-vous à des appels furieux, des textos de Maria, peut-être même des emails méchants ou des publications sur les réseaux sociaux visant à vous faire passer pour le méchant. Je sais, dis-je, et c'était vrai. La tempête n'était pas terminée, mais l'œil du cyclone était passé. La confrontation principale était terminée. Je m'occuperai de tout, m'a-t-elle assuré. Votre documentation est solide. Leur comportement, en particulier cet enregistrement, mettra fin à la plupart de leurs options légales très rapidement. Ils peuvent essayer de faire du bruit, mais ils n'ont aucune base légale pour vous forcer à les soutenir. Après le départ de Maître Dawson, la douleur physique est revenue au premier plan. Une douleur sourde et constante, mais c'était presque une douleur bienvenue, une sensation d'ancrage après le tourbillon émotionnel. J'étais physiquement brisé, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entier, intact, libre. Les jours à l'hôpital se sont estompés. Douleur physique, test, consultation, mais le paysage émotionnel avait changé de manière sismique. Sarah m'a rendu visite, apportant des fleurs et une inquiétude sincère. Nous n'avons pas beaucoup parlé de mes parents. Nous n'en avions pas besoin. Sa présence, sa simple gentillesse était une validation. Elle me voyait. Le contre-coup attendu a commencé presque immédiatement après ma sortie de l'hôpital, clopinant avec des béquilles. Des textos en colère de Maria, des messages vocaux désespérés et suppliants de ma mère alternant avec des accusations furieuses. Je n'ai pas répondu. Maître Dawson m'avait conseillé un contact minimal, la laissant gérer toute communication. Puis sont venues les retombées sociales. Mes parents étaient des maîtres dans la gestion de leur image. Ils ont commencé subtilement, des publications vagues sur Facebook sur la douleur des malentendus familiaux et la nature ingrate de certaines personnes. Une tante éloignée, probablement nourrie d'une version déformée des événements, m'a envoyé un email déçu sur la loyauté familiale. Ça faisait mal de voir leur manipulation à l'œuvre, de voir qui choisissait de les croire. Mais ensuite est venue la contre-vague. Sarah m'a défendu subtilement auprès de connaissances communes. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, quelqu'un qui s'était éloigné de ce côté de la famille il y a longtemps, m'a contacté. Alex, disait son email, j'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents et Maria. Je veux juste que tu saches que je te crois. J'ai vu les schémas, moi aussi. Pendant des années. Tu as fait ce qu'il fallait. Il faut un courage incroyable pour se faire passer en premier comme ça. Tu n'es pas seul. Cet email m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'un profond soulagement. Une personne extérieure objective, qui avait été témoin de leur comportement, confirmait ma réalité. Ce n'était pas juste moi. Je n'étais pas fou. Je n'imaginais pas les choses. Ces liens, construits sur la compréhension partagée et le soutien sincère, étaient ma nouvelle famille. Maître Dawson a géré le bruit juridique efficacement.
Les menaces de poursuite des parents se sont estompées face aux preuves qu'Alex avait compilées et aux réponses calmes et fermes de Maître Dawson. Maria a apparemment essayé de prendre un avocat pour me forcer à payer son amende, mais cela n'a abouti à rien. Le robinet financier était bel et bien fermé. Ma jambe a guéri lentement. Les béquilles ont été remplacées par une canne, puis rien. La kinésithérapie était difficile, mais simple. C'était la guérison émotionnelle et psychologique qui était le vrai marathon. La thérapie a aidé. Parler des années de manipulation, comprendre mes propres schémas de recherche de validation, apprendre à accepter que la dynamique familiale à laquelle j'aspirais n'avait jamais été réelle. La liberté financière était palpable. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir de l'argent. C'était l'absence de l'angoisse. L'angoisse du téléphone qui sonne, de l'email demandant de l'argent, des voyages de culpabilité. Mon compte en banque a grossi, pas seulement en chiffres, mais en ce qu'il représentait, mon travail, ma valeur. Pour moi. Je pouvais économiser, investir, planifier mon avenir. Un avenir qui n'était plus lié au soutien des autres. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifiait la famille. Ce n'était pas le sang, pas intrinsèquement. C'était le respect, l'amour, le soutien, les limites. Les gens qui se présentaient, non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils s'en souciaient. Sarah, Maître Dawson, ma cousine, c'était ma famille maintenant. Perdre mes parents et ma sœur a été comme une mort. Un deuil complexe pour des personnes qui étaient encore en vie. Il y avait des moments de tristesse, des vagues de deuil pour les « et si ». Mais ces moments étaient de plus en plus rares. Ils ont été remplacés par la paix, par le respect de soi, par la force tranquille de savoir que je m'étais sauvée. Mon voyage depuis cette chambre d'urgence stérile ne concernait pas seulement la guérison d'une jambe cassée. Il s'agissait de la réparation d'un esprit brisé. J'avais été exploitée financièrement, négligée émotionnellement et manipulée par les personnes qui étaient censées être mes fondations. Mais dans leur ultime acte de négligence, ils m'avaient offert le cadeau douloureux de la clarté. Ils m'ont montré que ma valeur ne résidait pas dans mon portefeuille ou ma volonté de me sacrifier, mais dans mon droit inhérent à être traité avec dignité et soin. Il a fallu que je sois brisée, blessée et abandonnée dans une pièce stérile pour enfin comprendre le vrai sens des limites. Il a fallu la vérité brute et indéniable de leur indifférence pour me libérer du besoin de leur approbation. J'ai perdu une famille qui ne m'a jamais vraiment vue, mais je me suis trouvée, et c'était une guérison plus profonde que n'importe quelle guérison physique. À tous ceux qui se sont sentis invisibles, inaudibles ou utilisés par les personnes que vous appelez votre famille, vos sentiments sont valides. Vous n'imaginez rien. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous fournissez ou à la facilité avec laquelle vous pouvez être contrôlé. Fixer des limites, même avec la famille, n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'autopréservation. C'est un acte de courage.